Elle s'appelle Sarah Chouaki, elle est avocate en Israël depuis 6 ans, le parcours du combattant, on peut dire ça, comme ça elle a travaillé d'arrache-pied pour réussir, mais oui mesdames, oui messieurs, c'est possible, il suffit de le vouloir, en tout cas c'est son message et son Alia Story, c'est maintenant, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est nous. Sarah Chouaki, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue. Merci. Voilà, alors vous êtes avocate, on l'a dit en introduction, depuis 6 ans, vous êtes arrivée en 2009 en Israël, voilà, et puis vous étiez diplômée déjà, vous aviez fait vos études. J'avais fini. Voilà, vous avez fini, vous aviez un master lorsque vous êtes arrivée, et vos parents vous ont gardé un peu bizarrement, ils n'étaient pas tellement d'accord, parce que votre maman est avocate, et elle avait un avenir tout tracé pour vous en France, donc elle n'était pas super contente, il faut dire la vérité. Le premier combat, ça a été contre mes parents. Ouais, ils ont pris un peu pour une illuminée, ils se sont dit que jamais vous ne pourriez réussir, que c'était trop compliqué, que quoi. Non, ça non, mais ils se sont dit que c'était une petite envie du moment et que ça me passerait. Et donc, lorsque... En même temps, vous avez eu cette envie bien avant de terminer votre master. C'était pas un truc nouveau. C'est pour ça. Donc, à 19 ans, j'ai découvert Israël avec Taglit. Je suis rentrée en France et j'ai dit à mes parents que je faisais mon Alia. Ils m'ont dit, d'accord, très bien, tu fais ton Alia, mais finis tes études d'abord et puis on en reparle dans 5 ans. Voilà, bon, vous avez été obéissante, c'est ce que vous avez fait, oui. Vous avez réussi. Et puis, master en poche, là, vous vous êtes dit, c'est bon, on s'en va. Je m'en vais, en tout cas, moi, je pars. Voilà, on a essayé de me retenir en disant, viens travailler quelques années au cabinet, comme ça tu te formes et tu pars en Israël ensuite. Mais non, ça y est, j'avais rempli... avec de l'expérience, de l'argent, ce sera plus facile. J'avais rempli ma part du marché, donc j'ai commencé les démarches pour arriver en Israël. Donc pas facile parce que tu es partie seule dans un programme d'intégration qui n'était pas non plus tout à fait à la hauteur de tes espérances, faut bien le dire. Tout n'est pas toujours rose, hein, vous voyez, on ne raconte que la vérité. Donc c'était un programme qui s'appelait Maximim, qui n'existe plus aujourd'hui. Je crois qu'il n'existe plus. Alors, c'était pas bien, pourquoi ? Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Je crois qu'ils étaient en manque d'effectifs par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Et donc, du coup, ils n'avaient ouvert qu'une seule classe d'Ulpan. Moi, j'avais pas de niveau en hébreu, je parlais pas l'hébreu, je n'écrivais pas l'hébreu. Les gens qui étaient avec moi... C'était en aleph bet, quoi. C'était le démarrage, quoi. En aleph moins, je sais pas si ça existait, mais... D'accord, donc ton objectif, c'était vraiment d'apprendre l'hébreu ? Et oui, parce que sans ça, j'aurais jamais pu passer les équivalences et ensuite le barreau. Donc en fait, je n'arrivais pas. Voilà, je parlais en espagnol aux gens parce que j'avais un espagnol meilleur que l'anglais, et donc du coup, personne me comprenait et je ne comprenais personne. Donc je me suis dit, ça suffit de perdre son temps. Il faut absolument que j'apprenne l'hébreu de façon sérieuse. Donc au bout de 2-3 semaines, tu es partie. Un peu plus ? Un peu plus, je crois 2 mois. Ah, 2 mois quand même, d'accord. Oui, donc tu as vraiment essayé, mais ça ne marchait pas. Donc qu'est-ce que tu as décidé de faire en partant ? Je me suis renseignée sur l'Ulpan. Je voulais l'Ulpan le meilleur d'Israël, et d'après les recherches que j'avais fait, j'en étais arrivée à la conclusion que l'Ulpan Etzion était l'Ulpan qui me correspondrait. À Jérusalem. À Jérusalem. Donc c'est ce que tu as fait. Voilà, simplement il fallait être israélien, il fallait avoir la nationalité israélienne. Parce que tu étais montée en tant que touriste pour pas trop affoler tes parents. Voilà. Et puis finalement, au bout de 2 mois, tu prends la nationalité israélienne pour entrer dans cette Ulpan. Je demande à l'agence juive de traiter mon dossier en urgence pour ne pas manquer la prochaine session de l'Ulpan. Avec mes papiers en poche, j'appelle l'Ulpan, je leur demande de m'inscrire, et puis ils me disent « Ah non, mais on n'a plus de place, il faut revenir dans 6 mois pour la prochaine session ». Je leur dis, c'est pas possible du tout. Je prends le bus, je vais à Jérusalem, je me présente devant la secrétaire et je lui dis, s'il vous plaît, inscrivez-moi pour la prochaine session. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle a accepté. Ça a été mon premier contact avec la société israélienne. Donc tu n'as pas attendu 6 mois, tu es rentrée tout de suite. Voilà, donc tu l'as fait à l'israélienne, vraiment au culot, en enfonçant les portes qu'on ne veut pas t'ouvrir. C'est une des conditions du succès ici. Alors ensuite, après l'Ulpan, qui s'est très bien passé pour toi, je crois que c'était une super expérience. C'était vraiment une très bonne expérience. Il y avait plein de nationalités différentes. On travaillait beaucoup. On avait les cours le matin et la
l'après-midi, chacun travaillait en fonction du rythme auquel il voulait avancer. Moi, je travaillais 4 à 5 heures par après-midi, j'apprenais tout le vocabulaire. Voilà, je savais qu'il Tu avais un objectif, c'est-à-dire que c'était maîtriser la langue pour pouvoir exercer le métier dont tu rêvais, avocate. Et c'est ce que tu as fait. Donc, en tout cas, tu as mis toutes les, on va dire, les outils de ton côté pour réussir. Alors ensuite, tu t'es inscrit dans un programme de prépa, comme on dit, voilà. Préparation pour les équivalences. Pour passer le barreau. Non, pas encore. Pour les Là, équivalences. il fallait passer les équivalences. D'accord. Je venais tout juste d'apprendre l'hébreu. Il fallait passer les équivalences. Donc, c'était un programme de 9 équivalences. Tous les Olim Hadashim de n'importe quelle nationalité sont logés à la même enseigne. Ok. Donc, je me suis inscrite à ce programme-là. J'ai dû donc déménager sur Jérusalem pour suivre les cours. Ok. Voilà, c'était un programme d'un petit peu moins d'un an. C'était tous les jours? Il fallait faire que ça pour réussir? Non, c'était 3-4 après-midi par semaine. Donc mais il fallait bosser à côté, donc ça nécessitait beaucoup d'investissement, j'imagine. Ce qui était difficile, c'était l'hébreu. Parce que quand on a fait des études de droit, on est quand même assez formaté au fait d'apprendre, de retenir, etc. Donc c'était vraiment l'hébreu. J'étais avec mon dictionnaire et je cherchais chaque mot dans les textes de loi. Et pour moi, c'était un exploit quand j'arrivais à faire une phrase entière. Tu as fini l'Ulpan Etzion à quel niveau? Je crois niveau Dalet, il me semble. Niveau Dalet, bon, c'était déjà pas mal. Et malgré tout, tu ne parlais pas encore couramment, donc c'était un peu compliqué. Surtout l'hébreu juridique. Et puis parler et écrire, c'est pas la même chose. Exact. Donc c'était difficile. Voilà. Bon, alors tu es venue ici un peu parce que tu as réagi à un post que tu as vu passer sur Facebook où quelqu'un te demandait des conseils pour venir pour faire son droit ici ou alors pour devenir avocate. Et il y a plein de gens qui lui ont répondu, mais laisse tomber. C'est très compliqué, tu n'apprendras jamais l'hébreu, personne ne te donnera de stage. Enfin, vraiment, les postes étaient très, très décourageants et ça t'a fait bondir. Il y a certaines personnes qui ont été honnêtes et qui étaient aussi encourageantes. Mais c'est vrai que la difficulté principale que les gens relevaient, c'était les stages, l'hébreu. Et puis, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Et c'est pas vrai, on y arrive. C'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation, des bonnes rencontres, mais en restant motivé. Il faut être acharné. Voilà. C'est plus que beaucoup de travail, c'est de l'acharnement, vraiment. Oui. On peut le dire. Oui. Alors, les gens expliquaient à cette jeune femme qui postait son questionnement. Ils lui disaient, tu ne trouveras jamais de stage. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de trouver un stage ? J'ai pas mis beaucoup de temps à trouver un stage, mais je pensais mettre beaucoup plus de temps parce qu'en fait j'avais aucune connexion et aucun contact en Israël. Et finalement, on parle à droite, à gauche, on fait une rencontre et puis c'est quelqu'un qui connaît l'avocat de quelqu'un qui on va lui demander peut-être qu'il a besoin d'un stagiaire. Et moi, c'est comme ça que ça s'est fait. Des personnes m'ont recommandé sans même me connaître. Donc évidemment, on ne l'a pas dit, mais tu as validé tes 9 matières avant de faire ce stage. Tu les as validées en combien de temps ? Moins d'un an ? Moins d'un an. C'était, je crois, premier semestre 4 matières et ensuite 5 matières. Ok, donc vous voyez que c'est possible, elle l'a fait, donc elle avait seulement un niveau Dalet. C'est pas... Avec un meilleur niveau d'hébreu, on peut même les passer en même temps. Ouais. D'accord, alors ce fameux stage, tu le décroches, le premier en tout cas, chez un Israélien. Alors malheureusement, un peu compliqué chez cet Israélien, on va dire qu'il t'a fait un peu de harcèlement moral, on peut dire ça comme ça, très pressant. Et pour toi qui avais 24 ans, cette première expérience sur le marché du travail israélien et le marché du travail tout court, c'était un vrai choc. Je me suis remise en question, je me suis dit que mon bon sens me disait de démissionner, de partir de cet endroit. Et d'un autre côté, je me disais, bon, c'est très difficile de trouver un stage. Et puis peut-être que ça se passe comme ça dans le marché du travail israélien. J'ai pas d'expérience, peut-être que c'est comme ça que ça doit se passer. Il était très pressant, pas très bienveillant, on va dire ça, comme ça. Vous avez compris, on va pas s'étaler. Donc finalement, tu décides de démissionner. Voilà. Quand je lui annonce ma décision de démissionner, il me dit que lui, en tant qu'Israélien, il s'est repris à 2 fois pour réussir l'examen du barreau. Et que donc moi, évidemment, je réussirai ni du premier, ni du deuxième, ni du troisième coup, et qu'il valait mieux que tu changes de métier. Décidément, ils étaient nombreux sur ton chemin à te dire de changer de métier.
Il ne te connaissait pas vraiment, donc il pouvait toujours essayer, ça ne marchait pas. Donc comment on fait quand on sort de là? C'est une expérience un peu traumatisante, on est seul en Israël, c'est compliqué, quoi. On n'a pas vraiment de soutien, pas de soutien familial, les copains qui s'éloignent un peu. On se démotive pas, c'est un obstacle sur le chemin. Je savais qu'il y en aurait d'autres. Et je me suis tout de suite remise à chercher un stage. Donc, de la même façon, je parle à des gens, je fais des rencontres. Alors là, plutôt, là, c'était sympa. Je crois que tu vas à un mariage, tu commences à discuter, et puis quelqu'un te répond, bah oui, moi j'ai un avocat qui connaît un avocat qui a peut-être un... Enfin, c'est toujours la même chose. C'est vraiment, sans vraiment te connaître, ils t'ont fait une recommandation. Voilà, c'est ça. J'arrive dans un cabinet donc d'Israéliens aussi. J'étais moitié en droit pénal, moitié en droit civil. Ce sont des gens extraordinaires avec lesquels je suis toujours en contact aujourd'hui et avec lesquels je fais même des partenariats dans certains dossiers. Des collaborations dans certains dossiers. Ok. Ce sont des gens très bienveillants et extrêmement respectueux. La petite anecdote de mon premier jour de stage, peut-être. J'arrive donc. Elle pose des questions, elle est formidable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'arrive très impressionnée et puis mon maître de stage me dit, écoute, bienvenue, allez, on se met au travail. Voilà, je viens d'avoir un jugement dont je ne suis pas satisfait. Le bureau du juge se trouve à tel endroit. Tu dois t'y rendre et lui demander de changer son jugement. Donc moi, je viens de France. Le premier jour de stage. Tu viens de France. Je viens de France. C'est le genre de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je m'y rends et puis par chance pour moi, le juge était parti en vacances. Donc voilà. Ça, c'était tes premières armes, on va dire. Voilà, bon, ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres faits un peu croustillants comme ça, un peu spéciaux? Oui. Quand t'es arrivée, j'imagine que oui. Une histoire dont on rigole maintenant, mais... Qui n'était peut-être pas drôle au début. Non, alors mon maître de stage me demande d'aller à la banque pour encaisser un chèque d'un gros montant qu'un client venait de lui donner. Et donc il me dit, c'est pas la peine de faire la queue et de rentrer à l'intérieur de la banque. À l'entrée de la banque, tu mets le chèque dans une enveloppe et tu le mets dans la petite fente pour qu'il sera traité ensuite et il sera encaissé. Le lendemain et le surlendemain, il voit que le chèque n'arrive pas sur son compte et il me dit, mais tu es sûr quand même d'avoir fait comme je t'ai dit, c'était quand même un gros montant. Et moi, je lui réponds, oui, j'ai fait exactement comme tu m'as dit. J'ai mis le chèque dans l'enveloppe. Il y avait une petite fente au-dessus, il y avait marqué je ne sais plus quoi. Et puis, j'ai déposé le chèque. Il me dit, qu'est-ce qu'il y avait marqué au-dessus? Je lui dis, il y avait marqué Ashparton, qui signifie poubelle. Donc, j'avais jeté le chèque à la poubelle. Bon, il t'a pas viré? Non. Il était sympa, mais faut dire qu'il a-t-elle récupéré le chèque? Ouais. Comment t'as fait? Par chance, ils n'avaient pas encore vidé les poubelles de la banque. Et donc, je suis allée le récupérer dans la poubelle papier de la banque. T'as eu de la chance. Bon, alors voilà, ça c'est comme ça. Faut pas se décourager. Parfois, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, mais ça marche. On peut quand même devenir avocate. Bon, j'imagine que tu étais très volontaire. Tu as beaucoup travaillé aussi pendant ce stage. Tu restais à pas d'heure? Non, c'était des gens extrêmement respectueux et je faisais... ils me libéraient vers 16h, 17h. Ce sont des choses qui maintenant n'arrivent plus dans le cadre de mon travail. Ouais, mais quand tu étais en stage, oui, ils étaient compréhensifs. Oui, ils étaient super. Bon, extra. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Après ce stage, est-ce qu'on a le droit de passer le barreau? J'imagine que oui. Voilà. Il faut se préparer. Je ne pense pas que ça soit possible. C'est peut-être très rare de réussir le barreau sans avoir fait une prépa avant. Voilà. Donc toi, tu as choisi une préparation israélienne. Oui, à mon époque, il n'y avait pas de préparation en français. Ouais, c'était que des préparations israéliennes. C'était la préparation mitmahé qui était super. Donc ça a duré longtemps, ça a duré quand même plus de 4 mois. 4 mois. Alors comment tu t'es préparée? Donc le premier jour, on arrive à la prépa, on nous explique le principe de la prépa. On nous dit qu'il y a 3 parcours différents que l'on peut choisir. Et donc il y avait le parcours des gens qui lisaient très vite, le parcours des gens qui lisaient très lentement. Donc a priori ça aurait été le parcours qui me convenait le mieux. Mais j'ai dû choisir le 3e parcours, celui des gens qui font Shabbat, parce que je ne travaillais pas donc le samedi. Donc tu as cumulé les difficultés, parce que j'imagine que certes tu faisais Shabbat, mais tu lisais aussi lentement. Voilà. Et tu n'as pas pu bénéficier de ces explications-là, pour ceux qui lisent lentement.
Ouais, non, donc j'ai pas pu choisir ce compliqué. programme. Alors, comment tu t'es préparée? Comment c'était cette prépa? J'imagine que c'était très dense, très intense. Donc, en fonction du parcours qu'on choisissait, on pouvait donc soit... en fait, on avait un certain nombre de pages dans les livres à étudier, à apprendre par jour. Et en plus de ça, on avait des cours à la prépa. On pouvait choisir, il y avait plusieurs cours sur le même sujet. Et donc, on choisissait. Donc toi, j'imagine qu'il devait t'arriver d'aller 2 fois au même cours, un le matin, un le soir, pour être sûr de bien comprendre. 2 fois, 3 fois. En plus, parce que je n'enregistrais pas tout, je ne comprenais pas tout dès le premier cours. En plus de ça, j'avais acheté un dictaphone et j'enregistrais le cours. Je le réécoutais une 3e, 4e fois à la maison pour bien tout comprendre. Bon, alors, ça, c'était pendant les cours. Mais à la maison, j'imagine que tu as aussi travaillé très dur pendant ces 4 mois. Je ne m'arrêtais pas. Et en fait, les gens ne me croyaient pas. J'ai perdu beaucoup d'amis à cette période-là. Parce que quand on me proposait de sortir, de faire des choses, je disais, je ne peux pas, je travaille. Et au bout d'un moment... Tu travaillais non-stop. J'ai étudié tout le temps. Je n'avais pas de... Pour manger, je profitais, je descendais en bas de la maison, j'achetais un sandwich, je profitais du trajet en taxi qui m'amenait à la prépa pour prendre mon cours, pour manger mon sandwich. Et voilà, c'était mon repas de la journée. On ne pouvait pas se permettre de perdre une seconde parce que chaque jour, on avait un certain nombre de pages à étudier, à retenir. Et puis, quand le temps passe, le temps passe. Dans quel état d'esprit tu étais? Tu pensais réussir ton barreau? Tu pensais que c'était peine perdue? T'étais comment? Non, je me suis dit que, en fait, je me suis pas posé la question est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais rater. Je m'étais simplement dit que c'était tellement difficile que c'était hors de question que je fasse ça une nouvelle fois et que donc j'avais pas le choix. Il fallait que je réussisse dès le premier coup. C'est par flemme en fait, parce que je voulais pas le refaire une deuxième fois. Ok, d'accord. Donc tu n'as pas été découragée, tu as bossé très 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 dur et puis t'es arrivé le jour de l'examen. Alors faut dire que t'étais pas super en confiance parce que 2 semaines avant tu avais fait un examen blanc où tu avais eu vraiment une note catastrophique. Donc c'était mal parti, on va dire. C'était mal parti. J'ai profité de ces 2 dernières semaines pour redoubler d'efforts et travailler. Mais effectivement, j'avais peur. J'avais peur de rater. Alors, non seulement tu avais peur de rater, mais en plus, le jour de l'examen, tu ne trouves pas ta place. Voilà, tu cherches partout, donc le stress monte. On imagine très bien la situation. Et pourquoi tu ne trouvais pas ta place? Donc, c'était à Binyané Aouma, à Jérusalem. C'est donc une très grande salle de spectacle. Et je ne trouvais pas ma place parce que le bureau qui m'était attribué était en fait sur l'estrade. Ah, super, donc tu avais tous les étudiants en face à toi. Tu étais la seule sur l'estrade? Non, on était quelques-uns. Ouais. Bon, quand même, c'est des conditions un peu stressantes, quoi. Oui. Alors, non seulement tu étais sur l'estrade, mais en plus, tu étais tellement épuisée qu'à un moment, pendant l'examen, tu t'endors carrément sur ta copie. Ouais, je fais 20 minutes de sieste. Tu t'es même pas rendu compte que tu t'es endormie. Je pensais poser ma tête quelques secondes et puis je me suis endormie en fait. Bon, c'est peut-être pas plus mal. J'aurais préféré finir l'examen. Donc t'as pas eu le temps de finir l'examen évidemment. Non. Donc tu es sortie de là catastrophée. Tu pensais vraiment avoir raté. En plus il y avait une question que tu ne comprenais pas très bien. Oui, il y a un mot dans la question que je ne comprenais pas et on sait qu'en droit, tous les mots sont importants, qu'il ne faut pas en louper un parce que ça peut changer le sens de la phrase complètement. C'est sûr. Donc je tente ma chance, je lève le doigt, je me dis peut-être que le surveillant voudra bien me renseigner et c'est ce qu'il a fait. Il regarde ma copie. Et il me dit, écoute, c'est normal que tu ne comprennes pas le sens de ce mot. En fait, c'est un prénom. Tout simplement. Bon, ça t'a permis quand même de finir la question. Alors, tu as fait l'examen tant bien que mal. Le temps que tu as perdu en dormant, tu as répondu au pif pour la fin de l'examen. Et tu es rentrée chez toi en pleurant, évidemment, en te disant que tu avais tout raté et que c'était la fin du monde. Oui. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Alors le soir, quelques heures après, les professeurs de la prépa publient les réponses. Et nous, en fait, on savait que ça se passait comme ça, donc on gardait sur notre brouillon les réponses qu'on avait données à l'examen. Et je me dis, ça sert à rien que je regarde. De toute façon, j'ai raté, c'est sûr. Je ne corrigerai même pas ma copie. Finalement, tu n'y résistes pas, tu corriges. Tu prends les réponses que ta prépa t'a données.
Et tu te rends compte que... Je commence à compter. Il fallait à l'époque 65 sur 100 pour... Un minimum de 65 sur 100 pour réussir. Et je commence à compter les bonnes réponses. J'arrive aux alentours de 60, et puis 65, 70. Et puis j'ai arrêté de compter parce que ça m'intéressait plus, j'avais réussi. Ok, donc tu réussis, tu es folle de joie, tu es convoquée pour l'oral. Oui. Donc là, l'oral, c'est censé être quand même plus simple. Oui, c'est beaucoup plus facile. C'est un jury avec des questions, c'est ça? C'est un jury composé de magistrats et d'avocats. C'est impressionnant quand même. C'est très impressionnant, surtout qu'en fait, on ne sait pas du tout sur quoi est-ce qu'ils vont nous questionner. Est-ce qu'ils vont nous questionner sur le stage qu'on a fait presque un an auparavant? Est-ce qu'ils peuvent nous poser des questions sur n'importe quoi? Alors, est-ce qu'on a envie de se renseigner sur son jury? Est-ce qu'on peut se renseigner pour savoir quelle est sa tendance, quelles sont les questions qu'il aime bien poser en général? On peut ou pas? À l'époque où moi je l'ai passé, en tout cas, quand on arrive le matin, on voit devant quel jury on va passer avec les noms des personnes. Et j'ai envoyé donc le nom de ces personnes-là à mon ancien maître de stage, qui me répond d'un ton un petit peu étrange. Écoute, s'il te pose des questions sur le stage que tu as fait chez moi, évite de lui parler de tous les dossiers qu'on a fait avec les Mitna Halim. Et donc... Ils t'ont donné en fait la couleur politique du jury, quoi. Donc c'était stressant. C'était un peu stressant pour toi? Heureusement, j'ai pas du tout eu de questions sur le stage. La première question, c'est... donc on a commencé à me dire, voilà, on te met dans une situation où, en me donnant plein de dates, en 2009 il s'est passé ça, et après en 2010 comme ça, mais finalement il regrette. Et j'étais submergée d'informations et de dates, et je savais que les dates étaient importantes pour la réponse à cette question. Et il venait de finir de parler, j'avais déjà complètement oublié ce qu'il venait de me dire. J'étais trop stressée. Et je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, il va falloir que vous répétiez votre question. Il n'a pas répété la question, il m'en a posé une deuxième. Lors de cette deuxième question, je lui ai dit, écoutez, je vous promets, il faut me croire, je vous promets que je connais la réponse à votre question, mais je suis trop stressée, j'arrive pas à y répondre. Donc ils se sont mis à rigoler, ils m'ont posé encore 2-3 questions supplémentaires. Ils ont été sympas. Ouais, ils ont été très sympas. Et tu as su répondre. J'ai su répondre ensuite. Et ils t'ont dit, c'est bon, tu es avocate, mais t'étais tellement dans le brouillard que tu n'as même pas compris quand on t'a dit, c'est bon, tu as réussi ton examen. J'avais peur de mal comprendre il parlait très vite en fait. Alors j'avais peur de mal comprendre et de sauter de joie pour rien et de passer pour une idiote devant le jury. Et donc je leur ai demandé de répéter. J'aurais dit, mais qu'est-ce que vous venez de dire? Vous dites que j'ai réussi? Oui, allez, c'est bon, au suivant. Mais vous êtes sûr, j'ai réussi? Je suis avocate, monsieur. Je vous assure que maintenant, quand un juge me dit que j'ai gagné un procès, je lui demande pas de répéter. Oui, j'imagine très bien. Alors, bon, voilà. Un parcours, c'est important d'insister sur toutes ces difficultés parce que, oui, c'est possible, tu en es la preuve vivante, vraiment. Aujourd'hui, tu as ton cabinet depuis 1 an. À toi, tu as été salarié chez d'autres. Aujourd'hui, tu as ouvert ton propre cabinet. Alors, quels sont tes clients, par exemple? C'est plutôt des Français, des Israéliens? Tu as les deux? J'ai les deux. J'ai beaucoup de Français, notamment pour tout ce qui concerne l'immobilier. Et j'ai aussi pas mal d'Israéliens qui ont un rapport avec la France pour tous les dossiers de succession, contrat de mariage, testament. Bon, alors qu'est-ce qu'en pense ta mère, Maître Chouraki? Elle en dit quoi? Alors, j'ai réalisé une partie de son rêve parce qu'avec ces clients-là qui sont israéliens, entre les deux pays, on travaille en partenariat et elle représente la partie française et moi la partie israélienne. Donc vous avez quelques dossiers en collaboration, voilà. C'est assez sympathique quand même. Ouais. Surtout que c'est moi sa patronne en fait, puisque c'est moi c'est moi qui lui amène les clients. Ça c'est génial. Alors vraiment, il n'y a rien à regretter, vraiment pas. T'as un conseil à donner si certains nous écoutent? De France, d'ici, pour qui c'est pas toujours simple. Peut-être que certains ont déjà raté l'examen et se disent oh là là, il faut tout recommencer. Oui, effectivement, certains peuvent être découragés. Moi, je pense qu'une alia, effectivement, ça se prépare. Un parcours, professionnel, ça se travaille. Et on n'a rien sans travail. Et c'est sûr que vous aurez des obstacles et des choses que vous n'aviez pas prévues. Mais au final, on peut réussir.
Voilà, il suffit de faire les bonnes rencontres, d'être extrêmement motivé et de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup et vous réussirez, il n'y a pas de raison. Bon, ton hébreu est parfait aujourd'hui, non ? Ça va. Ça va, tu te débrouilles très très bien. Ouais. Bon, il faut. Il n'y a pas le choix. Ok. Bon, en tout cas, c'était très agréable de faire ta connaissance. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On te souhaite bonne chance. Voilà. Et puis d'avoir encore plein de clients et de continuer à t'épanouir en Israël. Merci beaucoup. De rien, à bientôt. Au revoir. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.